Bonjour, bienvenue pour ce nouveau webinaire sur les éclairages industriels de l'IA qui sont consacrés cette année 2024 à l'intelligence artificielle générative. Donc, je suis Philippe Viexorek, je suis directeur innovation du pôle de compétitivité Minalogique et on co-organise avec MIA et l'UGA ces webinaires. Donc, on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir trois témoignages clients ou usages métiers. Donc merci à Antoine de Decker d'Inceptive, Roman Lehy de ProBuys et Albin Costa de Wikit d'avoir accepté de témoigner. Je vais rapidement leur passer la parole pour leur présentation. Je vous engage à poser des questions dans l'interface, les questions que vous pouvez avoir tout au long de leur présentation. On prendra les questions à l'issue des trois présentations. Donc voilà, donc n'hésitez surtout pas. Je vais donner tout de suite la parole à Antoine de Decker, qui est accompagné également de Ilham Joulali, qui est avocate en droit des affaires chez Jungle Avocat et qui va témoigner justement de l'usage qu'elle peut faire grâce à Inceptive. Antoine, si tu veux partager ta présentation et Écoute, puis c'est là où démarrer. le tourisme complet, c'est que je n'ai pas de présentation, donc je vais rester avec Parfait. vous. Voilà. Somme la présentation. Je vais vous regarder, je vais regarder les gens qui sont venus. On est déjà beaucoup. Merci d'abord, Philippe, Estejana, de nous avoir conviés à ce moment qu'on va passer ensemble. Donc moi, je me présente, je suis Antoine Decker, je suis directeur d'Inceptive. Inceptive, c'est une société qui est spécialisée dans le domaine du machine learning, de l'intelligence artificielle. On a deux activités. On est un cabinet d'ingénierie et de conseil en intelligence artificielle. On développe sur mesure pour nos clients des algorithmes dits d'intelligence artificielle, qui imitent en tout cas l'intelligence artificielle. Et on est aussi éditeur d'une solution SaaS, de plusieurs solutions SaaS, historiquement une plateforme de chatbot qui s'appelle RoboFabrica et qui nous permet donc de faire des petits robots conversationnels avec des technologies un petit peu anciennes aujourd'hui, parce qu'on parle aujourd'hui, on va parler maintenant des IA génératives et des cas d'usage. Donc voilà, d'un côté, on fait des modèles d'intelligence artificielle et de l'autre côté, on a des plateformes logicielles. On est expert auprès de la BPI, dans le programme IA Booster, et on est là, on est grenoblois, on est là depuis 2017. On a fait donc du NLP, du traitement automatique du langage, du TALM en beau français, donc depuis 2017 dans nos chatbots, qui sont des technos un petit peu anciennes, avec des arbres de décision, avec des petits réseaux de neurones qui pilotent des conversations. On est très loin des IA génératives. Et puis en 2022, et puis pour tout le monde, en novembre 2022, ChatGPT est arrivé, mais il y avait beaucoup de choses qui existaient avant. On a des compétences dans le domaine. Est arrivé ChatGPT dans le grand public en novembre 2022. Nous, alors, chez Inceptive, on est très, comment dirais-je, concerné par toutes les questions de souveraineté des données. Chez nous, l'ensemble des modèles de machine learning, l'ensemble des chatbots qu'on fait sont traités en France, processés en France sur des infrastructures françaises. On ne travaille pas avec IBM, on ne travaille pas avec Microsoft, on ne travaille pas avec Amazon Web Services, on travaille entre nous en France. C'est une souveraineté économique et une souveraineté juridique. Si un jour il y a un problème avec un client, on va se retrouver un tribunal français, pas un tribunal aux États-Unis. C'est un point un point qui est important. Sur les cas d'usage, très rapidement, nous on s'est intéressé à l'open source. L'open source qui n'existait pas vraiment en termes de grands modèles de langage avant Lama de Meta, qui pour mettre un petit peu une pierre dans le jardin, un soulier dans la botte d'OpenAI ou une pierre dans son jardin, je ne sais pas comment on dit, a rendu public Lama, donc qui est le premier modèle de langage open source, grand modèle de langage open source, qui est devenu avec une licence commerciale au mois de juillet dernier, et puis il y a la version 3 qui est sortie il y a 3 semaines, qui permet à des entreprises comme Inceptive de prendre des grands modèles de langage, de les héberger chez eux, de les fine-tuner, de les réentraîner, de les utiliser. Voilà, donc c'est un élément fondamental. Il y a eu entre-temps Mistral qui est arrivé, une société française, et puis il y a d'autres modèles open source qui existent, il y a des modèles chinois, enfin, il y a beaucoup d'outils aujourd'hui, on a tout ce qu'on veut comme outil, et puis on a une infrastructure comment on appelle ça, technique, des serveurs tout simplement, avec des GPU qui permettent de faire tourner ça aujourd'hui. Donc voilà un petit peu pour expliquer un petit peu comment on appelle ça, l'écosystème, planter un peu le décor. Et chez Inceptive, avec l'LLM, on s'est focalisé, c'est le sujet de notre petit webinaire, sur des cas d'usage qui sont limités, mais qui sont au-delà du chatbot. Aujourd'hui, le chatbot, à notre sens, chez Inceptive, c'est trop risqué d'utiliser pour un service client
un chatbot d'IA générative parce que l'IA générative, ça hallucine, parce que les génératifs, ça coûte très cher en ressources énergétiques. Une requête classique sur un chatbot classique, ça coûte 1000 fois moins d'énergie qu'un chatbot avec une IA générative. Malgré tout, on peut faire des choses fantastiques avec les LLM. Nous, les cas d'usage, on s'est intéressés pour des résumés. On a des clients qui génèrent énormément de documents, qui ont besoin de documentation, qui ont besoin de résumer des documents techniques, et un LLM fine-tuné a des résultats qui sont excellents sur ces sujets-là. On a fait de la complétude de dossiers. On a des clients qui montent des dossiers pour avoir une aide financière, des dossiers pour être un employé, des dossiers pour toute notre vie, on complète des dossiers. Et on a 2 clients qui ont ces problématiques-là et on les a aidés en mettant, grâce à un grand modèle de langage, on va être capable de typer les documents et on va être capable d'extraire les informations sur des documents qui sont semi-formatés. C'est-à-dire qu'une fiche de paye, c'est toujours à peu près formaté de la même façon, mais pas toujours de la même façon. Ensuite, on a fait de l'extraction sur les documents non formatés, beaucoup plus complexes, des documentations techniques pour des techniciens, pour avoir la bonne réponse à un technicien. Et là, nous, on considère que le chatbot, il est intéressant quand c'est un chatbot pour un technicien qui va être capable de dire non, là, mon chatbot, il me dit une bêtise, il me dit quelque chose qui est fausse. On a une bonne expérience en LADRAD. C'est un cas d'usage qui est très utilisé aujourd'hui pour extraire donc, des informations sur des documents formatés. Ça se paramètre beaucoup plus vite qu'un système de LADRAD classique, donc de lecture automatique de documents. Et puis, on a un cas d'usage qui marche très bien aujourd'hui chez Inceptive, c'est la pré-réponse à un email, alors qui est toujours supervisé par un humain. On met toujours l'humain en fin de boucle qui va valider tous les paragraphes du mail qui a été répondu, mais c'est des choses qu'on a pu mettre en place. Et j'ai voulu aujourd'hui inviter donc, Maître Ilham Joulali, qui est avocate au barreau de Grenoble, qui a été une des premières utilisatrices en fait, de nos solutions. Alors, pour faire ça, on a un outil, un toolkit qui nous permet de facilement modéliser des petites problématiques. Et Ilham, je te donne un peu la parole pour nous expliquer en 5 minutes un petit peu ce que tu fais et puis en quoi, toi, les grands modèles de langage t'aident dans ton métier. Merci Antoine. Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, je me présente, moi je suis Ilham Joulali, je suis avocate au barreau de Grenoble, j'interviens en droit des affaires et je suis titulaire du certificat de spécialisation comme DPO délivré par le CNAM. Donc pour la petite histoire et pour que vous puissiez comprendre le lien avec la société Inceptive, moi j'ai exercé pendant 10 ans au barreau de Paris dans des cabinets de moyenne et grande taille, donc assez structurés, avec un staff assez important, ce qui permettait à l'avocat en fait de se consacrer à son cœur de métier parce qu'il y avait des assistantes, des élèves avocats, des secrétaires qui permettaient en fait de prendre en fait toute la tâche administrative, comptable et toutes les tâches qui demandent véritablement beaucoup de temps avec une faible valeur ajoutée. J'ai un peu changé de configuration. Je suis venue à Grenoble parce que je suis grenobloise, donc je suis revenue dans la région il y a un peu moins de 3 ans avec un changement complet aussi de mes modalités d'exercice. J'ai choisi voilà, d'exercer en libéral en montant une structure. Donc j'ai commencé seule et quand on commence seul, eh ben, il y a des conséquences à ce type de décision. C'est qu'on n'a pas déjà sur le plan budgétaire les moyens d'avoir ce staff-là. Et là, je me suis retrouvée à devoir tout faire, c'est-à-dire le développement de la structure, me consacrer moi vraiment à mon cœur métier, à produire des actes, à être présente aux audiences, à gérer tout l'aspect administratif. J'avais rencontré Antoine, donc, qui gère la société Inceptive et ses équipes dans le cadre de mes activités. Et tout simplement, je suis allée les voir, je leur ai fait part, moi, de ces problématiques-là. Je leur ai tout simplement un peu refilé la patate chaude en leur disant, voilà, moi j'ai tel problème, je suis un peu submergée, je suis persuadée qu'avec vos outils magiques, vous allez pouvoir m'aider dans mon quotidien parce que moi, l'objectif premier, c'était vraiment de gagner du temps en essayant de d'écrire en fait la liste de mes tâches quotidiennes pour pouvoir déterminer quelles étaient vraiment les tâches, on va dire, à forte valeur ajoutée sur lesquelles les outils n'allaient peut-être pas pouvoir m'aider et les tâches pour lesquelles voilà, les outils allaient être pour moi un gain de temps. Donc, on s'est mis autour de la table. On a fait ça de manière très simple. Moi, je leur ai expliqué que j'avais une activité contentieuse et une activité de conseil. Dans l'activité contentieuse, par exemple, je peux recevoir de la part de mes clients 300, 400 pages de PDF. Donc, je leur ai dit, par exemple, le premier usage pour moi, ça serait de pouvoir avoir un outil qui me permette en fait de déterminer la nature du document. Est-ce que c'est un contrat? Est-ce que c'est une facture? Est-ce que c'est une notice d'utilisation? Et puis voilà, on a continué à étudier un peu les cas d'usage possibles sur, par exemple, aussi l'extraction, moi, d'informations dans les documents que je dois utiliser au quotidien, parce que parfois, j'ai des contrats qui arrivent qui font 40 pages avec 100 pages de documents annexés.
et de pouvoir très rapidement extraire une information pour pas avoir à reprendre tout le document. Et même, j'ai tout de suite pensé à l'intégration d'un petit chatbot pour pouvoir moi-même interroger en fait ma propre documentation pour tout simplement aller plus vite. On a commencé à travailler en 2022. Et c'est vrai que fin 2022, avec ChatGPT, on s'est un peu remis autour de la table et on s'est dit que finalement, l'outil qu'on était en train de développer allait pouvoir peut-être aller plus vite et surtout, on allait pouvoir avoir d'autres fonctionnalités. La problématique pour moi, c'est que je suis quand même dans une profession réglementée, que je suis, je veux dire, au niveau des données, je suis quand même très sensibilisée au traitement de la donnée à caractère personnel et qu'il était hors de question d'utiliser en tout cas un outil avec comme modèle de langage GPT parce que le risque de, on va dire, de transfert, moi, de les informations de mes clients aux États-Unis n'était pas acceptable. Donc, avec les équipes d'Inceptive, ils m'ont quand même rapidement expliqué qu'il allait y avoir du nouveau et qu'il fallait peut-être patienter un peu et que d'autres modèles de langage allaient pouvoir nous permettre en tout cas d'avancer aussi rapidement et de pouvoir répondre aux besoins exprimés de manière aussi efficace. Et c'est vrai qu'à partir du moment où il y a eu un peu l'avènement de Lama, moi, la plateforme en fait qui a été mise en place, l'interface qui a été mise en place dans le cadre de mon activité par Inceptive, a fait un gros bond et au niveau des fonctionnalités, on a vraiment beaucoup avancé. Donc pour l'instant, moi, c'est vraiment une interface web très simple avec voilà, toutes ces fonctionnalités d'extraction de documents, de chatbot intégré qui me permet, moi, voilà, d'interroger un peu ma propre documentation. Voilà, moi, j'ai vraiment des outils qui, dans mon quotidien, me facilitent grandement la tâche, qui me font gagner beaucoup de temps. Et surtout, je dors sur mes deux oreilles parce que, comme je vous l'ai dit, je peux traiter aussi de la donnée sensible. Moi, tout est hébergé en France par Inceptive et c'était vraiment ma première demande. Voilà, cette question de la souveraineté des données, c'était un peu l'essentiel et c'était même au-delà de cette demande de gain de temps dans mon quotidien. Donc voilà, pour moi, c'est en tout cas, c'est parfait et on avance très bien. C'est c'est gentil, c'est gentil. Il y a un point qui était intéressant aussi, c'était d'essayer de générer il y a des bordereaux d'autres pièces quand on a un grand dossier, un contentieux. Exactement. Il y a beaucoup de pièces. Exactement. Le bordereau de pièces, en fait, à partir du moment en plus où mes pièces sont classifiées, elles sont vraiment dans des dossiers. Moi, ça peut m'éditer quand je rédige. On peut avoir un bordereau qui est édité en instantané. Ou après, sur mes factures, moi, je génère, par exemple, des documents à partir, quand j'ai 40 factures, je veux juste avoir le numéro de la facture, le montant hors taxe de la facture et le nom du client. Je vais pouvoir avoir un document qui va être généré qu'avec les informations que je lui demande. Donc, c'est vrai que sur ces fonctionnalités-là, je pense qu'il y a plus d'un tiers de temps de ma journée qui est quand même gagné. Voilà, l'idée, c'était un peu d'expliquer voilà, qu'au-delà du chatbot, qui est un petit peu le gimmick que tout le monde voit, on peut faire des choses qui permettent à des humains de faire leur métier d'humain, parce que la valeur ajoutée d'ILEM, c'est de rédiger, c'est de trouver des problématiques, c'est de défendre des clients, c'est d'attaquer des méchants, voilà, c'est de faire des choses comme ça. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te faire témoigner, ILEM Joaillier aujourd'hui, qui est l'avocate d'Inceptive. On se connaît pour ça. Voilà. Merci beaucoup à vous deux, c'est intéressant. Effectivement, il y a plein de beaux usages et on est loin des Terminator et autres attractivités hollywoodiennes, on va dire ça. Je vais peut-être passer la parole à Alban Costa de Wikit pour un autre témoignage. Je vous rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions, quelles qu'elles soient, hein, sur la mise en œuvre, sur l'usage, sur les difficultés rencontrées, sur, je ne sais, dans l'interface. Oui. Tout à fait. Bah, bonjour à toutes et à tous. Bah, merci déjà pour ce premier témoignage. Merci beaucoup, Philippe, pour l'invitation. Très content de partager aujourd'hui avec vous sur l'IA générative et sur les cas d'usage associés. Donc, je vais à mon tour hop, partager mon écran pour vous parler quelques instants. Hop, ça va arriver. Je pense que c'est bon. Si ça ne l'est pas, n'hésitez pas à me le dire. Donc moi, je suis Alban Costa, je suis un des cofondateurs et dirigeants de Wikit. Donc nous, on est une société, donc ça fait 6 ans qu'on existe. Et un peu à l'instar de ce qui a été dit juste avant par Inceptive. Donc nous, notre métier, c'est de faire du chatbot. Donc ça fait 6 ans qu'on fait du chatbot. Donc on est aussi passé par les différentes technologies associées, les technologies de traitement du langage naturel,
autrement dit NLU. Et puis on a vécu, comme tout le monde, la grande vague ChatGPT et tout ce qui est lié à l'IA générative, et au grand modèle de langage, au LLM, depuis maintenant à peu près 1 an et demi à 2 ans. Donc nous, notre métier, c'est vraiment d'augmenter la capacité des collaborateurs, leur productivité et leur bien-être au sein des organisations. Donc on utilise pour ça deux notions technologiques qui sont l'intelligence artificielle et la robotisation et l'automatisation des processus également. Donc nous, notre métier, c'est vraiment d'être éditeur de logiciels et on met à disposition de nos clients qui sont plutôt des grands groupes, que ce soit des entreprises, des organisations publiques, ça peut être dans l'éducation, des centres hospitaliers également, et de mettre à disposition une plateforme qui va leur permettre d'éditer, de mettre à disposition de leurs utilisateurs le chatbot qui sera le plus performant possible pour répondre à leurs demandes du quotidien. Donc chez Wikit, on fait ça depuis maintenant 6 ans et vous allez voir donc avec quelques transformations technologiques, je vous ferai des démonstrations en ce sens juste après. Avec qui on travaille, de par notre activité, on travaille avec une multitude d'acteurs de différents types. Donc, l'une de nos forces, c'est la maîtrise des cas d'usage. C'est l'un des sujets de ce webinaire, c'est de vraiment parler cas d'usage concret. Et nous, notre métier, c'est vraiment de venir apporter du support, de l'assistance aux employés pour venir tout simplement à la fois les aider, gagner en productivité, gagner du temps et aussi décharger toutes les fonctions transverses qui aujourd'hui produisent ces services d'assistance, que ce soit sur le support informatique, qui est quelque chose que l'on revoit très souvent, ou que ce soit d'autres notions d'assistance RH, assistance moyens généraux, assistance métier également, ce qui fait que notre solution s'adapte à tout type d'activité, tout secteur, donc que ce soit du privé, du public, et peu importe finalement le métier. On a de l'industrie, du retail, on travaille avec des mutuelles également. Vous avez quelques exemples de références sur les slides. On a aujourd'hui une centaine de clients qui sont en production sur nos solutions. Donc, les usages, donc ça, c'est très important. C'est finalement un chatbot, ça a été dit juste avant. Parfois, un chatbot, ça peut paraître un peu gadget. C'est comme ça que ça a été perçu pendant de nombreuses années. Mais quand on fait bien les choses, et même avant la partie IA générative, on peut facilement avoir des chatbots qui ont un réel gain, un réel intérêt, une vraie valeur ajoutée pour les utilisateurs pour lesquels on le met à disposition. Donc nous, chez Wikit, on a ces doubles casquettes, à la fois expert technologique parce qu'on manipule ces technologies d'intelligence artificielle et de grands modèles de langage maintenant, et puis expert des cas d'usage associés, parce qu'avec tous les projets qu'on a mis en place, tous les retours, certains, comme toute société, certains qui sont très bien passés, d'autres qui sont un peu moins passés, sur lesquels on a appris du coup pour performer, pour du coup monter en compétences collectivement. Et on a tout ce retour, toute cette expérience qui nous permet aujourd'hui de pouvoir très bien conseiller nos clients et adapter notre solution en fonction de leurs besoins. Donc, les use cases que l'on retrouve le plus aujourd'hui, je l'ai dit un peu rapidement juste avant, c'est la partie support informatique, donc proposer un média complémentaire, parce qu'on va pas venir remplacer la fameuse hotline qu'on retrouve dans beaucoup de structures, mais c'est un complément, une autre porte d'entrée finalement qu'on va proposer aux utilisateurs, donc sur cette partie support IT. Qu'on vient compléter également sur la partie technicien. Notre chatbot s'oriente plutôt pour l'utilisateur final, mais on retrouve de plus en plus des demandes où le chat va pas être simplement pour l'utilisateur, mais peut venir aussi en appui du technicien. Le technicien qui est en train de traiter la demande d'un utilisateur, qui lui aussi a accès à un grand nombre de connaissances et qui ne sait pas forcément comment aider ce technicien, plutôt que de rechercher, de perdre du temps dans cette recherche, il va pouvoir demander au chatbot, il va pouvoir le guider directement. Donc ça, on le verra par la suite. Deuxième cas d'usage, la partie assistance RH. Aujourd'hui, toute structure généralement a un intranet avec beaucoup de documentation RH, que ce soit des types conventions collectives, type accord interne, accord d'entreprise, ça peut être des notes internes également. Et c'est pas toujours évident pour un salarié de se retrouver dans ces différents éléments et de répondre à des questions simples du type quel est le plafond de notes de frais, quel est le numéro si j'ai besoin de la mutuelle ou des choses comme ceci. Et donc là, c'est assez simple de mettre un chatbot qui va venir tout simplement se nourrir de l'ensemble des documentations qui sont mises à disposition, qui sont tenues à jour par les équipes RH et qui va pouvoir du coup répondre directement aux employés. Alors que sans chatbot, là, c'est ça, chaque employé qui prend son téléphone ou qui envoie un mail à son gestionnaire RH. Donc ça fait une perte de temps. Et voilà, quand on discute avec les gestionnaires RH, ils nous disent qu'il y a quand même beaucoup de questions qui remontent, qui sont assez simples, qui sont souvent très très identiques. Et du coup, c'est chronophage et il n'y a pas de valeur ajoutée. Et notre métier, c'est pas de venir remplacer ces métiers-là, mais c'est simplement de venir leur permettre de se recentrer là où ils ont de la valeur ajoutée. Dans ressources humaines, il y a la notion humaine et c'est très important. Et c'est important que du coup, les gens qui font ces métiers-là, aient du temps pour du coup bien faire ce métier, soient pas pollués par des questions simples du quotidien où les salariés viennent les voir tous les matins pour leur demander leur solde de congé ou des choses aussi basiques.
Troisième pan, la partie support métier. Chaque client a un métier qui est différent et on se rend compte que de plus en plus, tous les métiers sont digitalisés avec de plus en plus de logiciels, d'applications qui sont utilisés par tout un chacun et c'est pas toujours évident. Donc, on parle parfois de fractures technologiques. On voit que les utilisateurs sont pas tous égaux par rapport aux nouveaux outils qu'on met à disposition et on s'est rendu compte, nous, ça fait que 6 ans qu'on existe, mais on a déjà vu une petite transition là-dessus où les entreprises, notamment, forment de moins en moins sur les nouveaux outils, sur les nouveaux logiciels et ce qui fait que tout le monde n'est pas égal face à ces outils-là, face à leur appréhension, mais face à leur maîtrise. Et c'est pour ça qu'il y a voilà, une vraie plus-value, c'est la partie chatbot orientée assistance utilisateur, où là, l'utilisateur va pouvoir simplement être guidé sur l'utilisation d'un nouvel outil ou de même d'un outil qu'il utilise depuis longtemps, mais qui a peut-être un petit peu changé, pour faire de l'assistance, pour faire aussi de l'accompagnement au changement quand on déploie cet outil, et d'avoir un chatbot comme ça qui est positionné pour l'aider dans son quotidien. Comment ça fonctionne? Donc, on parle d'IA générative, ça a été introduit rapidement juste avant, je vais pas forcément revenir sur le sujet. Nous, notre plateforme, elle a pour objectif d'être le plus simple possible, afin que nos clients puissent très rapidement mettre en place un chatbot et venir sortir de ce qu'on pouvait connaître au préalable avec les arbres de décision, où du coup c'était compliqué, c'était long de venir scripter des conversations de chatbot afin d'avoir un résultat qui soit pertinent. Aujourd'hui, on a simplement besoin de venir récupérer les sources de données, donc tout simplement voir les corpus documentaires qui sont intéressants et de venir alimenter le chatbot. On a parlé d'hallucination juste avant. En effet, c'est l'une des problématiques de l'IA générative, c'est qu'elle peut être enclin à halluciner. Quand on parle d'hallucination, c'est simplement que le grand modèle de langage, le LLM, va potentiellement pouvoir donner soit des réponses qui sont totalement hors sujet, soit parfois qui sont en décalage un petit peu avec la réalité, ou alors qui sont incomplètes. Dans ces cas-là, nous, on travaille avec une technologie qui s'appelle le RAG, donc pour la génération augmentée de récupération, qui permet en amont du LLM, avec des algorithmes spécifiques, de donner du contexte précis, du contexte le plus limité possible au chatbot et au grand modèle de langage, afin d'avoir des réponses qui soient efficaces, pertinentes, et surtout que le chatbot soit capable de dire je ne sais pas, de dire je n'ai pas la réponse, je ne peux pas vous aider, quand du coup il a pas l'information et du coup qui va plutôt que d'inventer et de compromettre sa réponse ou alors de donner simplement une réponse erronée à l'utilisateur. Donc le sens de l'histoire, nous on le voit, il remonte vraiment vers la partie données. Et aujourd'hui, les clients avec lesquels on travaille donnent de plus en plus d'importance à la notion de knowledge management. Parce que tout l'objectif est de venir alimenter le chatbot, alimenter les différents algorithmes avec des sources de données, des sources d'informations, donc qui peuvent être soit des choses qui sont statiques, on vient les déposer sur la plateforme, soit qui sont dynamiques, on vient positionner des connecteurs avec l'intranet, avec des GED, avec des différentes pages web, différentes plateformes. Et là, l'objectif, c'est que ces sources de données, elles soient les plus fiables possibles. Parce que plus on aura une donnée qui sera fiable en amont, plus le chatbot sera pertinent derrière. Et donc, ça nécessite, ça je vous le cache pas, un petit peu d'organisation, notamment sur la fraîcheur de l'information. Parce qu'on a tendance, quand on est chez un client, le client nous dit, ouais, moi j'ai tout sur l'intranet, c'est formidable. Donc, on se connecte sur l'intranet, on récupère beaucoup de choses de façon dynamique, on alimente automatiquement le chatbot avec. Et puis, dans la phase de test, on se rend compte que des fois, les réponses sont erronées. Donc là, le client dit, ah là, il n'a pas répondu comme il faut. Et puis, en recherchant, on voit qu'en fait, la source d'information était fausse. Donc forcément, le chat n'a pas pu la corriger dans l'intermédiaire de temps. Donc c'est important d'avoir une information qui est vraiment juste dès le démarrage. Et donc ça nécessite un peu de travail, de simplement knowledge management à ce niveau-là. Ça a été présenté juste avant également. Donc il y a beaucoup de technologies aujourd'hui sur la partie IA générative, avec beaucoup d'éditeurs de grands modèles de langage. Si on essaie de suivre l'actualité, on peut y passer une bonne partie de sa journée avec les annonces d'OpenAI, là récemment les annonces de Google également. Il y a Mistral en France qui est très actif. On a de la chance d'avoir un champion au niveau de l'IA générative en France. Nous, chez Wikit, notre métier, c'est finalement de mettre à disposition la technologie et les cas d'usage de façon le plus simple possible pour nos clients. Donc, de façon à ce que les clients puissent s'affranchir des contraintes, de savoir si le meilleur moteur du moment, c'est Gemini de Google, c'est GPT-4o d'OpenAI ou alors c'est Mistral 22.7b. Ça, finalement,
je pense que beaucoup de clients n'en ont pas grand-chose à faire. Ou ce qu'ils veulent simplement, c'est que le chatbot fonctionne et fonctionne bien. Donc nous, notre métier chez Wikit, notamment les équipes de R&D, c'est de maîtriser parfaitement ces modèles, de suivre leur évolution, de les valider et de valider les contraintes associées. S'il y a des contraintes de souveraineté, ça a été dit juste avant, il peut y avoir des contraintes économiques. Les modèles ne sont pas tous égaux. Il y a des contraintes également environnementales. S'il y a des modèles qui sont beaucoup plus gourmands, avec des nombres de paramètres qui sont beaucoup plus importants. Donc nous, chez Wikit, on propose toujours 3 alternatives à nos clients. Le meilleur modèle du marché à un instant T, donc qui aujourd'hui plutôt le modèle d'un géant américain qui se bataille un peu ces sujets-là. Une alternative souveraine, donc le meilleur modèle souverain. Donc là, nous, on travaille avec des solutions type des éditeurs qui sont Mistral et Lighton, qui sont les 2 éditeurs français les plus avancés. Et une troisième alternative qui est une alternative plutôt frugale, avec un modèle qui sera plus petit, souvent open source, qui sera hébergé chez nous, voire même chez le client, et qui pourrait être par contre tout aussi performant sur des cas d'usage spécifiques. Et avec comme ça, ces 3 possibilités, on arrive à couvrir les différents finalement cas d'usage et les différentes possibilités de ce qu'on retrouve chez nos clients. Je vais vous faire une petite démo rapidement du coup des différents cas d'usage. Donc 2 cas d'usage. Le premier, point-shot support utilisateur à destination des collaborateurs, où là donc les sources de données qui vont alimenter le chatbot, ça sera par exemple toute la base de documentaire Office 365. Donc là, c'est une base publique, une base qui est en ligne, et également des procédures et des guides utilisateurs. Et un second cas d'usage plutôt sur la partie ce qu'on appelle technicien augmenté, où là, le chatbot est alimenté avec des fiches procédures type OneNote, souvent ce qui est utilisé par les équipes de hotline, et également l'historique des tickets. Tout centre de service, tout hotline fonctionne avec des tickets, ou du coup, avec des outils de ticketing, où il y a les tickets et les résolutions associées. Hop. Donc, je me connecte sur la plateforme. Donc, ça, c'est la plateforme Wikit. Et ici, simplement, je vais ouvrir du coup mon chatbot. Donc là, j'ai une petite application de chatbot. Hop. Donc, bien sûr, tout est personnalisable, mais je peux lui poser la question, par exemple, comment enregistrer une réunion Teams. Donc là, hop, j'ai eu des fautes, c'est pas très grave. Donc là, je lui pose la question et directement, le chat est capable de générer la réponse en instantané. Donc ça peut être multilingue, hein. Si je lui pose la question en espagnol, il peut me répondre en espagnol. Ça, il y a pas de problématique, simplement du paramétrage. Et là, on voit que le chat me génère instantanément la réponse avec le flux d'informations. Il met même un lien. Ici, la source d'alimentation, c'est directement l'aide en ligne de Microsoft. Donc, on a connecté le chatbot dessus avec une base du coup qui est dynamique et qui se met à jour au fur et à mesure. Donc là, le chatbot me donne la réponse et propose à mon utilisateur afin de donner un feedback. Voilà, est-ce que je suis satisfait ou pas? Je peux dire oui, je suis satisfait, tout simplement. Donc là, je peux lui poser une autre question. Maintenant, je peux dire, par exemple, comment déposer un arrêt maladie dans OpenTime. Donc, OpenTime, c'est un logiciel de SIRH qui gère des congés. Et là, le chat me dit qu'il n'a pas la réponse. Donc là, on voit déjà qu'il n'a pas halluciné, au sens où il n'a pas inventé une réponse et il est capable de me dire qu'il ne l'a pas, qu'il ne sait pas. Donc là, hop, l'utilisateur, cette fois-ci, n'est pas satisfait. Et du coup, je peux le dire. Là, le chat peut me proposer soit d'être mis en relation avec l'outline directement par chat, soit de créer un ticket. Donc là, je peux créer un ticket. Le ticket est pré-rempli, j'ai des champs. Donc chez Wikit, on est sur 2 sites. Je peux sélectionner le site, je peux ajouter une pièce jointe si je le veux, et je crée mon ticket directement. Donc là, le ticket, il est créé instantanément. Hop, et j'ai une petite visualisation. Donc comme ça, c'est pris en main par la hotline. Néanmoins, en tant qu'hotliner, je vois que ce ticket revient et je vois que c'est dommage parce que finalement, j'ai peut-être une doc sur OpenTime et c'est dommage que l'utilisateur n'ait pas pu en bénéficier. Donc là, je peux simplement venir dans l'outil d'administration, gérer mes sources de données. Donc je vois, j'ai une source de données application métier ici. Je peux gérer les documents qu'il y a dedans et je peux venir importer directement un document. Hop, donc là, je vais le faire. Donc moi, hop. Ici. Donc là, j'ai mes documents avec différents guides utilisateurs et j'en ai un qui s'appelle notamment manuel d'utilisation OpenTime. Donc je l'ouvre. Donc là, vous voyez, c'est un guide assez classique, un PDF avec quelques captures d'écran, de l'information. Et finalement, c'est ce guide que je vais reprendre. Hop. Je vais venir le positionner ici. Je l'ajoute. Importer. Donc là, ça se fait instantanément.
Ça prend juste quelques secondes. Voilà, c'est fait. Donc le guide, on voit qu'il a bien été rajouté ici dans ma source documentaire. Et là, je peux revenir, si je reviens questionner mon chatbot, et que l'utilisateur pose la même question, je crois que c'était ça. Comment déposer un arrêt maladie dans OpenTime? Et cette fois-ci, du coup, le chat est capable de me générer la réponse directement à partir de la documentation. Et c'est bien de la génération de réponses. On nous demande souvent si c'est des copier-coller, des extraits ou autres. Non, c'est bien de la génération de réponses. Si la réponse avait été disponible dans différents documents, le chat génère la réponse à partir de ces différentes sources. Je vois que je dépasse à peine. Juste, Oui, je merci finis. Alban. Je finis rapidement avec la deuxième démo. Parfait. Je finis en 1 minute. Je te remercie. Donc cette fois-ci côté technicien, donc là je suis sur une interface qui s'appelle GLP pour ceux qui connaissent. Donc c'est un outil de ticketing qui est très utilisé au niveau outline. Alors je vais juste virer ça. Hop. Et là du coup cette fois-ci, t'as un chatbot du coup qui est orienté pour le technicien. Donc lui il a un usage qui est un peu différent, un objectif qui est un peu différent. Et là par exemple si je lui dis l'utilisateur n'arrive pas à déposer un RIB dans Progos. Donc là, moi, je suis utilisateur, je suis technicien, j'ai un utilisateur qui me donne cette problématique. Et là, le chat va venir en aide du coup au outliner. Et ce LED est sous deux formats. Un, c'est déjà l'objectif, ça a été fait pour un client. L'objectif, c'est de donner la catégorisation de l'incident. C'est-à-dire, si je dois créer un incident pour cette problématique, savoir comment je dois le catégoriser dans mon outil. Et derrière d'avoir une proposition de traitement que je peux soit donner à l'utilisateur si c'est dans ses compétences, soit simplement faire pour l'utilisateur. De la même façon, à la fin, un petit feedback. Et là, on voit qu'en fait, la recherche se fait en deux temps. Un premier temps dans une base documentaire et un second temps dans l'historique des tickets. Donc ça, c'est le client qui a souhaité que ce soit fait comme ceci. Et là, du coup, je vais chercher dans l'historique de tickets. Et là, le bot, instantanément, il génère un guide basé sur l'ensemble de l'historique des tickets. Donc, ça, c'est des milliers de tickets, hein, généralement, en allant chercher les tickets similaires pour lesquels il y a eu une résolution. Donc, on est sur quelque chose d'un peu différent ici avec des sources de données hiérarchisées, mais ça reste du chatbot avec de l'IA qui vient générer une réponse pour accompagner l'utilisateur. J'en reste là. Je suis désolé d'avoir dépassé de quelques Non, minutes. non, pas de souci. Je pense qu'on reviendra pendant la session de questions-réponses. Merci beaucoup. Moi, ça me rassure parce qu'effectivement, mon utilisation des chatbots, c'est de passer vite fait ce truc qui répond tout le temps à côté pour parler à un vrai humain. Et donc, grâce à des initiatives comme Wikit, peut-être qu'on va avoir une vraie interaction On a passé le et cap. utile et rapide. L'IA générative a vraiment fait franchir un cap énorme et on le voit tous les jours chez nos clients. C'est Oui, évident. clairement. Dernier témoignage, Ronan, côté société ProBise. Bonjour, merci. Donc moi je m'appelle Ronan Leuil, je suis directeur scientifique pour le traitement automatique des langues chez ProBayes. ProBayes, on est une centaine, on a 20 ans, on fait de la science des données et de l'intelligence artificielle sur mesure. Euh, donc moi je vais essayer je vais parler un peu plus de la partie sur mesure par rapport à ce que mes confrères ont expliqué. On a des activités qui sont très proches, hein, les unes des autres. Euh, le sujet dont je vais vous parler, moi, c'est comment est-ce qu'on utilise les documents de la vie réelle, les documents qui sont dans les bases documentaires des entreprises, des industries, dans les systèmes d'IA générative. On les utilise. Alors pour l'illustration là, c'est proche de ce qu'on vient de voir avec Wikit. Quand on veut faire de la fouille documentaire conversationnelle, quand on veut faire de l'extraction d'informations, quand on veut faire entraîner des systèmes pour faire de la synthèse de documents, on est obligé de traiter des documents. Voilà, donc deux questions moi que je voulais aborder ici aujourd'hui. Comment lire automatiquement des documents de la vie réelle et puis comment en extraire des informations ciblées. Euh, Première question, comment lire automatiquement les documents de la vie réelle. Euh, les documents de la vie réelle, alors ça c'est un document simple, c'est un document avec des titres, avec du texte, avec quelques colonnes. Et on a envie pour pouvoir les pousser en particulier dans des systèmes de type RAG, comme a montré Alban, ou comme pour pouvoir les faire lire à des grands modèles de langue, il faut pouvoir les convertir dans des formats structurés ou des formats texte, comme celui qui est à droite. C'est le genre de format qu'on utilise quand on édite Wikipédia. Par exemple, on retrouve notre texte, on retrouve nos énumérations et nos titres.
Donc le problème, ça va être de convertir tous nos documents sous ces formats-là. Alors les documents de la vie réelle, ils contiennent des choses un peu plus amusantes que un peu de texte sur quelques colonnes. Par exemple, dans les rapports financiers annuels du groupe La Poste, on a ce genre de beaux tableaux avec des cellules qui sont fusionnées, avec des graphiques, avec des titres aussi, du formatage. Et donc toutes ces choses-là, si on veut pouvoir les faire exploiter par nos systèmes d'IA génératifs, faut arriver à les lire et à les retranscrire de manière structurée. Ce tableau-là aussi, par exemple, si vous voulez pouvoir répondre à une question sur ce type de document, par exemple, quelles sont les mesures de maîtrise des risques qu'on met en place pour répondre aux attaques cyber au sein du groupe La Poste, vous allez avoir besoin d'aller lire la bonne case de ce tableau. Pour arriver à faire ça, il faut arriver à comprendre la structure de ce tableau et à la stocker de manière structurée. Autre exemple, ce schéma qu'on va trouver dans des types de documentation professionnelle typiques, si on veut répondre à la question c'est quoi les marges autour du bloc adresse destinataire que je dois mettre sur mon enveloppe, il faut arriver à lire le schéma, c'est pas forcément facile. Dans certains cas, c'est possible, et puis dans d'autres cas, on va être amené à simplement fournir l'image à la personne qui a posé la question et il y aura la réponse lui-même sur l'image. Mais pour faire ça, il faut déjà avoir identifié que l'image répond à la question qu'il a posée. Dernière illustration de documents de la vie réelle, encore des documents très propres qui sont modernes, ils ont produit en 2023, celui-ci. On va avoir des tableaux, des colonnes, du titre, on a des graphiques là-dedans. Donc répondre à des questions sur ce type de document, ça pose un certain nombre de défis. Dans la vraie vie, on va avoir aussi, si on est un industriel qui a une activité depuis plusieurs dizaines d'années, on va avoir des formules chimiques, on va avoir des comptes rendus d'interventions qui sont manuscrits. On va avoir tout un tas de documents scannés où il est plus difficile d'extraire le texte que quand on l'extrait dans ce type de document-ci là qui vient de PowerPoint. Donc nous, notre activité en termes de sur-mesure pour construire des systèmes d'IA génératifs autour de ces bases documentaires, ça va être d'embarquer des algos de compréhension des documents. Alors je vais vous en montrer quelques-uns là, très en surface ensuite. On va développer des solutions ad hoc pour un certain nombre de documents particuliers parce que souvent on va avoir des choses génériques et puis aussi souvent on va avoir des documents qui sont sur des formats très particuliers à l'entreprise. Je parlais des formules chimiques, des tableaux dans des formats particuliers, etc. Et puis on va essayer de travailler sur mesure aussi pour faire des modèles plus légers qui vont être déployables sur l'infrastructure du choix du client. Donc par exemple, si on travaille pour un industriel français qui travaille sur des sujets qui sont très sensibles, il va être très intéressé par pouvoir déployer sur ses propres serveurs et pas être dépendant du tout des systèmes qui peuvent être fournis par OpenAI, par Azure ou AWS par exemple, etc. Et puis, alors, quand c'est possible et qu'il y a les données, on va entraîner les modèles pour s'adapter aux données. Donc, si on veut faire ça sur les formats que je vous ai montrés, un premier problème, c'est de résoudre le problème des dispositions. Quand j'ai ici, là, par exemple, ce type de document, il va falloir aller identifier les blocs de texte, les titres, les tableaux, les images, etc., pour pouvoir comprendre qui est quoi. Ça me permettra de zoomer sur les tableaux, de zoomer sur les images, de remettre les boîtes de texte dans le bon ordre, de les associer à leur titre, de reconstituer la hiérarchie du document en particulier. Par exemple, ce que ça donne voilà ce que ça donne sur un document là aussi de la documentation du groupe La Poste. On a notre image au milieu sur laquelle on pourra se pencher si on veut particulièrement, et puis on a les boîtes. Alors, le problème sur ce type de document PowerPoint de l'ordre de lecture des différentes boîtes de texte n'est pas tout à fait trivial. Faut arriver et on déploie des modèles de réseau de neurones aussi pour pouvoir identifier dans quel ordre il faut lire les boîtes pour lire le document dans le bon ordre. Pour les figures, comment est-ce qu'on va faire pour les figures, c'est pas facile d'aller répondre directement à des questions avec du texte en utilisant la figure pour faire la minage d'informations. Comme je vous disais tout à l'heure, on peut avoir envie d'aller fournir
fournir l'image directement en réponse à l'utilisateur qui pose la question dans le système de fouille documentaire. Si on veut pouvoir faire ça, il faut savoir de quoi l'image parle. Et donc là, on déploie des systèmes, des modèles spécialisés qui vont venir faire la lecture de l'image et produire des descriptions. Donc c'est des modèles qui existent sur étagère pour partie, mais qu'on peut réentraîner aussi. Par exemple là, la description qui est écrite en anglais sous l'image décrit ce qui se passe sur l'image. Si moi je pose une question, par exemple le parcours des colis de la collecte à la distribution, on pourra identifier sur la base de cette description texte que cette image est pertinente, d'une part, donc me renvoyer l'image, et puis d'autre part, on pourra utiliser même le texte pour me fournir aussi une réponse sous format texte. Voilà. Le problème des tableaux est pas tout à fait évident. On va se retrouver beaucoup avec dans les documentations que avec lesquelles on est en contact, des gros tableaux qui prennent parfois plusieurs pages, avec beaucoup de cellules fusionnées, des dispositions qui sont parfois un peu compliquées, comme celle que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, on utilise des modèles spécialisés aussi qui vont aller venir identifier à l'intérieur d'un tableau les différentes cellules, les entêtes, le fait que certaines cellules sont fusionnées, etc., pour pouvoir produire ce qu'on voit sur la droite. C'est un format, disons, issu d'un format structuré qui représente la même chose que ce qu'on a à gauche, mais par exemple, on pourrait exporter tous les tableaux d'un document dans des fiches Excel, y compris si c'est des tableaux qui sont issus de documents qui ont été scannés, ou même des tableaux qu'on pourrait avoir écrits, dessinés à la main sur des carnets. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire sur la partie traitement de documents pour dire que c'est un problème qui est intéressant, sur lequel il faut mettre beaucoup d'efforts si on va avoir des systèmes de fouille documentaire qui marchent. Et alors la deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est si on veut extraire des informations ciblées dans les documents, en général on s'y prend de manière un peu différente. Si on veut extraire des informations ciblées dans des documents, par exemple, j'ai des factures et je veux extraire des montants, des taux de TVA, ou je veux extraire des sirènes, des sirettes, des choses comme ça. J'ai pas besoin d'aller numériser entièrement le document et d'avoir la totalité du texte de manière complète. Je peux prendre des approches qui sont plus directes. Par exemple, l'approche classique, c'est j'ai mes factures à gauche, j'entraîne un premier système qui va identifier les zones où j'ai les informations qui m'intéressent. Donc, par exemple, là, les zones, c'est par exemple le numéro de facture, invoice number à droite, la date de la facture, etc. Les 4 informations qui sont sur la droite de la facture. Et puis ensuite, dans chaque rectangle qui est identifié, je vais venir appliquer un modèle de reconnaissance de caractères que je vais éventuellement réentraîner d'ailleurs, suivant les cas. Et puis ensuite, j'aurai le système. La difficulté quand j'entraîne ce type de système, c'est que j'ai 2 systèmes à entraîner. J'ai un premier système qui identifie des boîtes, qui est compliqué à annoter parce qu'il va falloir dessiner des boîtes dans tous mes documents. Et que ces rectangles-là, dans mes documents, je les ai pas. En général, il faut les faire en payant. Voilà. Et donc, la façon de faire qui est débloquée par un certain nombre de modèles d'IA génératifs, je dis ils sont génératifs parce qu'ils vont partir directement de l'image de la facture et aller directement vers la génération d'un texte structuré qu'on voit à droite qui décrit toutes les infos qui m'intéressent dans la facture. Et là, j'ai un seul système à entraîner, j'ai un seul système à évaluer. Et en plus, ce qui est fantastique, c'est que je peux exploiter les annotations structurées que j'ai déjà présentes, par exemple, dans mon système comptable pour les factures. Dans mon système comptable, j'ai les images des factures et j'ai les champs qui m'intéressent, à savoir les montants, le numéro de facture, la date de facture, le montant total. Et donc ça, je peux l'utiliser directement. Je prends l'historique sur 2-3 ans et puis je l'utilise directement pour entraîner mon modèle sur 1 million de factures. Et ça fait des choses qui marchent très bien. Alors, si j'ai pas encore, j'ai peut-être juste le temps pour illustrer ça très rapidement sur une petite démo. Alors là, donc là, par exemple, si j'ai une photo d'un ticket de caisse, à partir de l'image directement, on peut produire ce qu'on a sur la droite, qui est un descriptif de toutes les informations d'intérêt sur la facture. Et alors, juste un petit zoom sur la partie montant de TVA. La partie montant de TVA, c'est quelque chose qui est structuré. En général, je peux avoir 1 ou 2 ou plusieurs montants de TVA avec des montants associés. Donc, si je défile un peu, je dois avoir 17 centimes à 5,50. C'est ce qu'on retrouve à droite. Et puis 51 centimes à 10%.
Voilà. Et donc, on arrive à entraîner ce type de système, ça marche, ça traite des centaines de milliers de factures à la poste et ailleurs toute l'année. Je pense que j'avais fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Juste, j'ai dit très brièvement tout à l'heure, nous chez ProVS, on fait, sur la partie traitement automatique des langues, on fait des chatbots aussi, on fait des systèmes de fouilles documentaires. À mon avis, c'est la grande mode en ce moment. Et puis on fait aussi tout ce qui est le reste de l'intelligence artificielle, de la vision à la recherche opérationnelle, etc. Voilà. Merci beaucoup, Ronan. Est-ce qu'on a le droit de faire un petit coup de pub, parce que j'ai compris que vous allez avoir une méga démo à Vivatech dans les semaines qui viennent. On peut en dire deux mots Alors, ou il faut vraiment aller à Vivatech pour ouais, la on sera voir? invité que la bibliothèque les mercredi, jeudi, vendredi, même samedi de la semaine prochaine. Au sein des stands du groupe La Poste, nous on fait partie du groupe La Poste, et on aura une très belle démo d'IA générative avec de la voix, de l'image et du texte qui sont mélangés. Voilà. Et puis les systèmes, vous pourrez voir aussi tous les systèmes de fouilles documentaires qu'on fait pour La Poste. Merci beaucoup. On va passer à la partie questions-réponses, donc n'hésitez pas à en reposer. Donc il y a deux premières questions pour l'intervention d'Inceptive. Donc la première, c'était une question concernant le traitement sensible des données. Donc effectivement, il y a des données sensibles dans le métier d'avocat. Donc comment vous gérez le stockage et l'accès aux modèles? Alors, c'est super intéressant comme question. Assez simple, on utilise de l'open source. Donc, on a utilisé d'abord Llama 2. Ensuite, on a utilisé Mistral, on a testé les modèles de Mistral. On héberge ça en France. Alors, c'était amusant parce que l'été dernier, pour trouver des GPU, des serveurs avec la capacité pour faire tourner des modèles de langage, on expérimentait, on avait rien en production, on expérimentait, il fallait passer une journée par semaine pour avoir le matériel et réserver chez les prestataires. C'est une matériel qui est cher. Aujourd'hui, on travaille avec Scaleway, on est partenaire Scaleway qui ont investi 300 millions dans des GPU de chez NVIDIA. Aujourd'hui, on a de la puissance de calcul sur des machines qui sont chiffrées. Les documents sont effacés et les résultats ce qui a été généré est conservé uniquement sur l'infrastructure d'ILM. Voilà. Merci. Une deuxième précision, toujours sur ton témoignage, sur votre témoignage. Donc la question était de savoir comment vous avez pu adapter les LLM que vous utilisez à la langue française. Alors non seulement la langue, mais également le langage spécifique des avocats qui, on le sait, ne parlent pas toujours très français pour le commun des mortels. Oui, alors c'est peut-être moi qui me suis peut-être mal exprimée, mais alors moi l'outil en fait qui a été développé chez Inceptive, je m'en sers vraiment plutôt comme assistant juridique. Je lui demande pas de faire mon métier, je lui demande pas de rédiger des conclusions. Moi, je m'en sers vraiment pour voilà les tâches plus administratives ou annexes. Voilà. Donc le fait qu'il n'y ait pas de vocabulaire spécifique, moi, ça me pose pas de problème parce qu'en fait, je reprends de toute façon toujours derrière. C'est vraiment une aide. C'est pas un avocat virtuel qu'on est en train de créer. Donc voilà, j'ai pas cette problématique pour l'instant. On n'est pas passé encore à des fonctionnalités où ça peut tout faire à ma place. On t'a pas encore Bientôt, remplacé. mais voilà. Et heureusement, quelque part, non, que l'IA ne vous remplace pas. Exactement. Et alors, sur le français, c'est intéressant parce que les modèles, alors pour parler de modèles open source, c'est deux modèles qu'on a utilisés dans le cadre de Dilemme, Lama 2, 3 et Mistral Lifantaille. Mistral a beaucoup plus appris sur le français que Lama, mais ça marche très très bien en français. Il faut bien le contraindre pour que ça fonctionne bien. Et il y a eu, ça fait rire tout le monde, l'été dernier, un avocat new-yorkais, je crois, qui avait demandé à ChatGPT de lui faire ses conclusions. Et le système avait inventé de la jurisprudence parce qu'il avait vu que dans beaucoup de dossiers de plaidoirie, il y avait de la jurisprudence. Il avait écrit énormément de jurisprudence. Voilà. Donc, non, on n'a pas fait Voilà. un Non, avocat non, virtuel. pour l'instant, en tout cas, voilà, à l'heure actuelle, on va dire que c'est un assistant juridique virtuel, mais il n'a pas vraiment une fonction à proprement parler de production d'actes juridiques. Merci. Une question pour le deuxième témoignage, donc Alban sur Wikit. Comment tu benchmarks les différents modèles que tu utilises pour répondre au mieux aux besoins du client? C'est plutôt une question, je pense, technique. Donc comment tu évalues la meilleure qualité de réponse possible pour choisir ton LLM plutôt que le prix ou la latence?
Tu es en mute, Alban. Excuse-moi. En effet, donc il y a des notions qui dépassent tout ce qui est technique dans le choix, mais si on reste sur la partie technique, on est à deux niveaux. On va utiliser déjà des benchmarks qui existent en faisant de la veille. Sur la partie LLM, il y a le dataset MMLU qui est très connu. Sur la partie RAG, on va aller voir le framework Ragas ou des choses comme ceci. Donc ça, c'est des choses standards. Et puis après, nous, on s'est fait des propres datasets en fonction des use cases de nos clients. On est vraiment sur la verticale. Vous l'avez compris, support utilisateur interne pour les employés, donc ça se ressemble beaucoup d'un client à un autre. Et du coup, on a nos propres datasets qui sont annotés et qu'on fait tourner sur les différents modèles dès qu'ils ressortent, qui nous permettent de voir la pertinence des réponses, la longueur des réponses aussi, c'est un des facteurs importants, le taux d'hallucination s'il y en a, et ainsi de suite. Donc ça reste empirique, ça reste des tests et du dataset assez classique. Et ça reste des tâches manuelles. Alors, manuel, on tend à les Enfin, automatiser plus en humaine, plus. humaine, je veux dire. C'est Ah pas ouais. une IA qui va auto évaluer ses consoeurs ou Non, confrères. non, on n'a pas développé une IA qui analysait les autres IA. Non, aujourd'hui, ouais, ça reste, c'est pris en charge par notre équipe R&D, mais voilà, on essaie D'accord. de l'automatiser au plus possible. Mais en effet, c'est un humain à la fin qui appuie sur le bouton, qui regarde les graphiques et qui dit, OK, le bon modèle, c'est celui-ci. Et c'est très rassurant aussi. Oui, bien sûr, Merci beaucoup. on est d'accord. Je pense que c'est une question pour tout le monde. Comment vous définiriez un problème difficile dans les sujets dont vous avez parlé? La définition de difficile, c'est dire que ce n'est pas qu'un problème d'argent et qu'un problème de moyens n'est pas suffisant pour résoudre ce problème. C'est une vaste question, hein. Bon, j'ai la parole, je peux y répondre à mon niveau si vous voulez. Nous, aujourd'hui, les challenges qu'on voit encore, alors, il y en a qui ont été un peu évoqués aujourd'hui, c'est la notion multimodale. Alors, ça a été un peu bousculé par OpenAI cette semaine, mais voilà, j'ai à la fois analysé des documents de tout type, en même temps de la vidéo, du texte, des graphiques, des tableaux, comme ça a été vu juste avant. Donc, il y a ce point-là. La notion de la voix, avec la notion parce qu'on fait du chatbot, mais aussi du callbot, avec la notion du temps réel, c'est aussi un vrai challenge, parce que les IA génératives sont lentes. Alors, lentes, pas sur un écran, mais en temps réel sur de la voix, ça se ressent beaucoup. Et puis après, il y a le sujet des hallucinations. En effet, Hum. ça a été vu sur les sujets avec Inceptive, mais en effet, nous, aujourd'hui, des fois, on nous demande des chatbots juridiques, mais on fait pas. Parce qu'aujourd'hui, voilà, avoir une hallucination sur un problème de support utilisateur, sur un logiciel ou sur un problématique d'impression, c'est pas très grave. S'il y a une problématique, sur un problème juridique, c'est autre chose. Donc, ouais, on n'est pas encore à zéro en taux d'hallucination. On arrive à des taux très, très faibles. Mais aujourd'hui, on n'est pas à zéro et c'est pas possible. Et je pense que si quelqu'un dit que c'est pas possible, c'est que c'est un menteur. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai vu personne en tout cas, pas d'IA qui était à ce niveau-là. Moi, je suis Merci. assez Oui, sur ce vas-y, Antoine, pardon. je suis assez aligné sur ce que dit Alban. L'hallucination, c'est le grand risque aujourd'hui. Alors, je dis ça aujourd'hui, je le disais beaucoup plus il y a 3 mois et peut-être que dans un an, je ne le dirai pas du tout. Moi, je vois sur les programmes, sur les LLM fondations qui sont livrés tels quels, en tout cas en open source, des progrès qui sont faits sur des LLM ça veut dire non, je ne sais pas, ce qui n'était pas le cas il y a 6 mois, ce n'était pas le cas. Donc, ils ont une résistance à l'hallucination qui est structurelle. Mais voilà, pour moi aujourd'hui, le principal problème, c'est ça. Juste pour parler du cœur LLM, après, par contre, effectivement, et tout ce qui est autour, et Hum. les questions de temps réel sont des problématiques qu'on voit nous aussi. Merci. Une question plus spécifiquement pour Probayes, pour Ronan. Donc, est-ce que les IA génératives que Probayes développe sont capables de donner un sens aux symboles ou aux tokens qui sont dans les documents? Alors, moi, quand je lis symbole, j'imagine des symboles graphiques plutôt, ou des petits dessins, des choses comme ça. Si c'est des symboles ou des petits dessins qui sont compréhensibles par n'importe qui sont pas spécifiques, trop spécifiques à un métier, il y a des modèles qui vont être capables de dire ça, c'est l'image d'une petite voiture, c'est l'image d'une clé molette. Et on peut utiliser ça pour comprendre le document. Si on veut aller plus loin, si ça participe de manière importante à la structure du document, il faut falloir faire des choses spécifiques, je pense. Après, si on est sur des symboles, si on pense à, moi j'ai en tête, ça rejoint la question d'avant, j'ai vu des plans, par exemple, des plans pour faire du soudage sur des tuyaux dans des installations industrielles. Analyser ce type de plan, c'est compliqué. Comprendre les symboles techniques qui sont là-dessus, c'est compliqué. Il n'y a souvent pas de modèles préentraînés qui sont capables de faire ça
dans le monde tout court. Si on veut les entraîner, il faut avoir des données. Donc là, quelque chose peut être très difficile, c'est d'avoir des données entraînées pour ce type de choses. Et ça peut coûter suffisamment cher pour que ça soit bloquant pour ce type de cas d'usage. Merci. Alors, une question qui peut nous emmener loin, donc je vous demanderai d'être bref dans vos réponses. Quel est l'impact qu'a l'IRACT sur vos activités actuelles et futures? Je ne sais pas qui veut prendre, parce que c'est un vaste problématique. Alors sur ce sujet-là, on commence à le lire, on commence à le digérer parce qu'il est complexe et il a de nombreuses ramifications. Il y a la question d'explicabilité qui est important. Alors voilà, mais on est en train de passer du temps sur ces questions-là. L'explicabilité, et en sachant que nous, quand on utilise, mais nous tous ici, quand on va utiliser un LLM qu'on va réentraîner, on ne sait pas forcément toujours ce qu'il y a derrière, on n'a pas la liste de tous les documents. Donc moi, la problématique d'explicabilité est un vrai enjeu. Il faut voir comment cet outil il va être déployé. Mais voilà, c'est tout nouveau, il est définitif, il n'est pas encore applicable aujourd'hui, mais on travaille bien sûr dessus. Merci. Une question un peu plus spécifique sur la retranscription audio dans des domaines spécialisés avec des acronymes. Quelles approches adoptez-vous ou recommandez-vous pour justement éviter des mauvaises transcriptions ou notamment au niveau des acronymes? Qui veut prendre? Vous ne travaillez pas sur les acronymes, donc? Non, c'est les questions de speech to text. C'est comment est-ce que je transforme Ouais. un speech to text. C'est que c'est compliqué, c'est pas simple. Alors nous, on n'est pas spécialiste, on utilise des briques, soit propriétaires, soit des briques open source. Et c'est vrai que la gestion d'acronymes, c'est quelque chose qui est pas simple. On n'a pas d'expertise dans ce domaine-là directement. Côté ProBias, non, vous Ouais. avez des... On a dans le passé travaillé sur de l'entraînement de modèles spécifiques sur ces sujets. Je pense que c'est une possibilité, mais c'est compliqué. Et en fait, l'état de l'art progresse très très vite. On se retrouve avec des modèles très très puissants qui sortent tous les 6 mois sur ces sujets-là. Dans une certaine mesure, ça vaut le coup d'attendre quand on a quelque chose qui marche pas. Dans une deuxième mesure, une des façons pratiques de s'y prendre, c'est d'essayer de faire corriger les transcriptions par un LLM, justement. Euh, et dans certains cas, ça peut permettre de résoudre un certain nombre de problèmes. Ok. Merci beaucoup. Je vois que le temps file, comme d'habitude, sur ces webinaires. C'est passionnant. Merci pour le partage d'informations. Euh, on diffusera les présentations à toutes les personnes qui étaient inscrites avec les coordonnées des intervenants. Donc, n'hésitez pas à les contacter si vous voulez travailler avec eux ou poser des questions que vous n'avez pas eu le temps d'adresser aujourd'hui. Notre prochaine session de mémoire sera le 28 juin et on revoira également 2 autres cas d'utilisation qui seront très différents d'aujourd'hui. On était très centré sur la donnée textuelle. On verra un cas d'utilisation autour du low-code, no-code, donc l'utilisation des IA génératives pour aider les développeurs à produire plus efficacement ou s'éviter les tâches réparbatives. Et également un cas d'utilisation d'IA générative qui génère des modèles 3D, soit à des fins d'illustration, soit à des fins de production sur des imprimantes 3D. Donc voilà, 28 juin, même lieu, même horaire. Merci à nos intervenants et puis merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Bonne journée et à bientôt. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.